Bonsoir. Bienvenue. Merci. Dans cette maison où on raconte des histoires, où vous allez voyager au pays des femmes. Vous allez voir, vous connaissez bien sûr, en tout cas, toutes et tous aussi. Mais vous allez découvrir peut-être des histoires auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et pour écouter ces histoires, il faut ouvrir vos oreilles. Entrez, madame. Asseyez-vous. Vous avez 2 places devant. Pardon, excuse-moi. N'emportez pas la caméra. Donc je disais qu'il faut ouvrir ses oreilles, se détendre, pour être disponible à ce voyage qui va commencer. Pour être disponible, il faut être bien assise. Pas trop chaud, ne pas avoir froid non plus. Vous voyez, il faut être bien, se sentir bien dans votre corps comme dans votre tête. J'ai dit ouvrir les oreilles et couper les téléphones. Ce sont des bêtes tellement envahissantes que pour un temps, pendant ce voyage, on va s'en passer. Alors je vous invite à écouter ces histoires. Une petite maison battue par les vents au bord de la mer. Un matin d'hiver. À l'intérieur de la maison, un vieux couple de pêcheurs. Ce jour-là, lui est malade. Alors c'est elle qui va aller à la pêche. Il le faut bien. Il n'y a plus grand-chose à manger. La réserve de pommes de terre touche à sa fin. Ah, il fait beau. Alors, elle va à la pêche. Elle y va. Elle jette son filet à plusieurs reprises, dans plusieurs endroits, et elle le retire. Mais ce jour-là, pas de chance. Elle ne retire que sable, vase et cailloux. Bon. Avant de rentrer chez elle, elle décide d'aller jeter le filet une dernière fois dans un endroit bien tranquille, bien clair de la mer. Alors elle jette son filet, elle le retire, rien. Ah mais si, un tout petit poisson,
un tout petit poisson doré. Alors elle l'attrape, elle va le mettre dans son panier. Mais voilà que le petit poisson lui parle. Mère, mère, s'il te plaît, relâche-moi dans la mer, rends-moi ma liberté. J'ai encore envie de vivre et de nager, et de nager, et de nager dans la mer. En échange de ma liberté, je te donne tout ce que tu veux. Regarde le petit poisson d'or. Va, je te rends ta liberté, petit poisson d'or. Je n'ai besoin de rien. Au fond du cœur. Au fond du cœur. Elle aurait bien voulu avoir des enfants. Mais elle était trop vieille. Et son mari aussi était trop vieux. Alors, il n'en parlait plus. Elle avait de la chance. Parce qu'il n'y a pas si longtemps encore, de belles jeunes femmes avaient tourné autour de son mari. Mais lui, il était resté avec elle. Alors maintenant, il vieillit sans sable. Il veille l'un sur l'autre. Elle rentre chez elle et elle raconte son aventure à son mari. Mais son mari la regarde. Mais qu'est-ce que t'es bête, ma pauvre femme! Tu pouvais pas demander une couverture neuve? La nôtre est toute vieille, toute usée, toute trouée. Et moi j'ai froid. Alors, elle revient au bord de la mer. Elle appelle le petit poisson. Petit poisson d'or. Oui, mère, que puis-je pour toi? Que puis-je pour ton service? Pour moi, rien. Mais mon mari voudrait bien une couverture neuve. La nôtre est toute usée et il a froid. Va en paix. Vous aurez votre couverture neuve. Elle rentre chez elle. Et elle voit son mari enveloppé dans une couverture bien chaude et à ses couleurs préférées, vertes et bleues. Mais lui la regarde encore plus en colère. Mais ma pauvre femme, mais t'es la plus imbécile des femmes. Tu pouvais pas demander une maison neuve pour remplacer celle-ci, là, notre bicoque pleine de courant d'air? Allez, va. Jamais parlé comme ça. Mais il est malade. Bon. Alors elle appelle le petit poisson d'or. Oui, mère, que puis-je pour ton service? Pour moi, rien. Je te remercie pour la couverture neuve. Mais mon mari, il voudrait une maison neuve pour remplacer notre bicoque pleine de courant d'air. Va. Vous aurez votre maison neuve. Alors elle repart chez elle, et là, à la place de la vieille bicoque, une maison neuve, toute jolie, avec des volets rouges et des fleurs sur les fenêtres. Oh, elle en aurait pleuré de joie. À l'intérieur de la maison, il y a un grand poêle qui réchauffe la pièce. Et elle trouve son mari confortablement installé sur un fauteuil avec des coussins aux couleurs vives. Oh, mais lui, il vocifère encore plus fort. Mais ma pauvre femme, mais t'es la plus bête, la plus imbécile, la plus idiote des femmes. Cette maison est ridicule. Ce que je veux, c'est un château de banquier. Avec des comptes en Suisse, au Liechtenstein, au Luxembourg, un yacht sur toutes les mers et des serviteurs pour exécuter tous mes ordres. Mais toi qui
qui déteste les banquiers, qui dit que les financiers détruisent la planète et empêchent les hommes de vivre dignement. Enfin, il lui colle une gifle retentissante. Allez, vas-y, ne discute pas. Elle est perdue. Elle est triste. Son mari, mais il est malade. Il est malade, oui, mais il perd la tête. Alors, elle revient au bord de la mer. Là, des nuages noirs cachent le soleil. La mer est maintenant sombre et agitée. Elle appelle le petit poisson. Petit poisson d'or, petit poisson d'or. Oui, mère, que puis-je pour ton service? Oh, je suis bien triste. Je trouve la maison tellement jolie. Mais mon mari, non. Mon mari, maintenant, il veut un château de rentier, un château de banquier. Va, il aura son château de banquier. Elle repart chez elle. Et là, il n'y a plus la vieille bicoque, il n'y a plus la jolie maison au volet rouge, mais un grand château avec des fenêtres immenses qui scintillent au soleil. Et autour, des parterres et des jardins tirés au cordeau. Et à côté, un terrain où atterrissent et décollent des jets privés. Et son mari, où est-il? Elle a peur. Elle se cache. Elle se fait passer non sans mal pour femme de ménage. Et elle aperçoit son mari dans une grande salle avec des écrans partout. Sur les écrans, des chiffres et des courbes qui changent sans arrêt. Son mari est là, vêtu de noir et blanc, avec d'autres hommes plus jeunes que lui, aussi vêtus de noir et blanc, qui n'arrêtent pas de pianoter sur les claviers. Et de temps en temps, ils aspirent une poudre blanche et poussent des cris de joie. Elle ne sait pas pourquoi, ils pianotent encore plus vite sur leur clavier. Mais ils sont fous. Bien, c'est moi. C'est moi qui suis folle. Elle ne comprend pas. Elle se cache. Quelques jours plus tard, des hommes de main la saisissent et la traînent dans la salle aux écrans où se trouve son mari et ils la jettent aux pieds de son mari. Dans la salle aux écrans, toujours des chiffres et des courbes qui changent sans arrêt, mais aussi des mots en rouge qui clignotent. Inondation, explosion, sécheresse, guerre, famine, migration. Marie la regarde. Ah, la vieille, ah, t'es là. J'en ai marre d'être banquier. Ce que je veux être le maître de l'univers. Et je veux que le petit poisson soit sous mes ordres. Mais quoi encore, mon mari? Mais tu deviens fou, tu perds la tête. Il lui colle un grand coup de pied. Elle est à terre. Fais ce que je te demande et sans discuter, et plus vite que ça. Et gare à toi si tu ne m'obéis pas. Elle quitte le château. Elle va au bord de la mer. Là, d'énormes vagues noires s'élancent et se brisent sur les rochers. Le tonnerre en gronde. Il y a du vent, de la tempête. Elle attend longtemps. Le petit poisson ne vient pas. Le vent et la tempête la jettent à terre. Elle est perdue.
Elle ne comprend pas ce monde. Ils sont fous ou c'est moi qui suis folle? Encore du vent, la pluie et l'écume la trempent. Elle ne bouge plus. Le vent et la tempête continuent. Un long moment se passe. Puis tout à coup, elle ouvre les yeux. La tempête est terminée. Les éléments se sont calmés. Elle se relève. Et elle retourne à l'endroit où elle a toujours vécu. Mais là, il n'y a plus la jolie petite maison au volet rouge. Il n'y a plus le château de banquier. Mais leur vieille bicoque. Et la porte est ouverte. Alors elle s'approche. Elle voit son mari vêtu avec ses vieux habits de pêcheur. Il est avec deux jeunes. Ils sont assis ensemble à la table et ils mangent. Elle s'approche encore un peu doucement. Elle voit son mari qui sourit. Et elle entend qu'il bavarde et que les jeunes ont de forts accents étrangers. Alors, avant de rentrer chez elle, elle se recule, comme moi. Elle regarde la terre. Elle regarde le ciel. Elle regarde la mer. Merci. Merci, petit poisson. Merci du fond du cœur. Bravo. Il s'enferme dans la salle de bain, allume le néon au-dessus du miroir. Sur la tablette sont alignés à droite le rasoir, le fard à paupières, le fard à joues. Sur la gauche, le rouge à lèvres, le rasoir, la lotion. Il tend sa main vers la droite, saisit la bombe à raser, s'en enduit les cheveux. Bien sûr, il n'a pas un poil, mais peut-être que ça sert. Peut-être que ça aide de faire semblant. Il manie le rasoir avec précaution. La lame effleure sa peau sans la blesser. Il a si souvent observé son père. Après le rasage, la lotion après rasage. Ah, ça picote un peu. Il se regarde dans le miroir. Il faut essayer autre chose. Ah, le rouge à lèvres. Comment fait maman exactement?
Il passe le bâton de rouge, sans déborder, comme quand il colorie un dessin. Comme maman, exactement. Sa mère l'appelle depuis la cuisine. Le goûter est prêt, tu peux venir. J'ai bien autre chose à faire que d'aller goûter. Du mascara sur les cils, un trait de colle sous chaque œil. Comme ça change le regard. On dirait un prince oriental. Ou alors une jolie princesse. Il ajoute au crayon une fine moustache, puis une touche de fard à paupières. Il ne sourit pas en faisant cela. On sent qu'il s'applique. Il cherche dans son visage, reflété par le miroir, quelque chose qu'il ne trouve pas. Une cravate est accrochée au porte-manteau. Il la décroche, se la noue autour du cou. Pour équilibrer, il pince à ses oreilles 2 clips dorés qu'il a trouvés dans la boîte à bijoux de sa mère. Dominique, alors, tu te décides, oui ou non? Se décider. Vraiment? Pourquoi? Il s'observe dans le miroir. La cravate. La moustache. Le rouge à lèvres. Le fard à paupières. Parfait! C'est parfait comme ça. Alors, non, il ne se décidera pas. Pas aujourd'hui. En tout cas, pas encore. Je vais commencer cette histoire un peu avant le début de l'histoire pour que vous ayez un peu le contexte. Le début était le chaos. Dieu voit ça, il se dit, on dirait une chambre d'ado. Et il commence à ranger. Les 3 premiers jours, il crée la terre, la mer et le ciel.
Sur Terre, il entrepose plein de dénivelés de différentes sortes, des ravins, des montagnes, des collines. La mer, il la remplit d'eau. Il laisse passer quelques vagues dessus. Dans le ciel, il met des nuages, des étoiles, et puis bien sûr, la lune, le soleil. Le 4e jour, il s'attaque à la végétation. Pour avoir une idée de ce qu'il faut faire, il se dit, bon, on va prendre tout ce qui est à base de chlorophylle. Des herbes, des plantes, des arbres, dont des arbres fruitiers, ça sera important plus tard. Le 5e jour, c'est le tour des animaux. Là, on peut dire qu'il se lâche un peu. Il y en a vraiment de toutes sortes, des grands, des petits, des méchants, des gentils, des à poil, à plumes, à écailles, de tout, de tout. Des rapides, des lents, enfin bref, je vous épargne les détails. Le 6e jour, il crée l'homme. Il est plutôt petit, il est tout nu pas très fort, a priori pas très malin. Et Dieu dit comme ça, bon allez, on dira que c'est le maître de l'univers. Et alors cet homme qui s'appelle Adam, c'est là que débute l'histoire, cet homme qui s'appelle Adam se promène dans ce vaste monde et il a un peu peur. Il y a des bêtes qui lui font peur avec des grands cris, il y a des oiseaux qui passent rapidement, il y a des trucs, il ne sait pas exactement ce que c'est, je suppose que c'est des chauves-souris qu'il a vues. Et au bout d'un moment, il se jette à genoux et dit « Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, j'ai peur ici tout seul. Je me sens démuni. Tu vois bien, l'ours, il a de la fourrure pour se protéger du froid. La gazelle, elle part en courant. Moi, j'ai rien. Je peux même pas... Je peux même pas faire des sauts comme une grenouille. Dieu le regarde un moment et se dit, oui, effectivement, il n'emmène pas large, ce pauvre Adam. Et il crée la femme. C'est Ève. Adam et Ève se ressemblent beaucoup, mais il y a un point sur lequel ils sont vraiment dissemblables, c'est que autant Adam est quelqu'un de soumis, peureux, très obéissant, autant Ève, elle n'en fait qu'à sa tête. C'est une rebelle, elle est indépendante. Alors Dieu leur dit, écoutez vous deux là, vous pouvez manger tout ce que vous voulez dans ce jardin, mais pas, et je dis bien pas, sous aucun prétexte, les fruits de cet arbre-là, au milieu du jardin, le pommier. Vous n'y toucherez pas. Adam est là. Bien sûr, Seigneur, ta loi, ta parole est une loi pour nous.
Nous n'y toucherons pas. Ève, de son côté, est là. Et on peut savoir pourquoi. Parce que je l'ai dit, Ève. Ouh. Calme. Alors évidemment, Ève, depuis ce moment-là, il n'y a plus que les pommes qui l'intéressent. Adam, il n'est plus là, viens. Viens, on va juste en goûter une. Non, petite folle, Ève. Jamais. Bien entendu, on n'a pas le droit. Allez, juste une. On ne verra pas. Non, Ève, arrête. Je ne veux plus t'entendre parler de ça. Bon. Ève n'en parle plus. Je le garde pour elle. Et le temps passe. Le temps passe, mais pas l'envie. Et un matin, Ève, elle n'y tient plus et hop, elle prend une pomme. À ce moment-là, Dieu, qui des fois se prend un peu pour Zeus, écarte les nuages dans un grondement de tonnerre. Misérable! Qu'est-ce que j'avais dit? Tu seras puni pour m'avoir désobéi. Mais Dieu arrache la pomme de la main d'Ève, la coupe en deux, prend ses deux moitiés et les colle sur la poitrine d'Ève. Voilà, tu portes maintenant le signe de ton péché dans ta chair. Adam avait entendu ce vacarme, mais il arrive. Il voit Ève avec ses nouvelles rondeurs. Il est bouche bée. Il ne sait pas quoi dire. Il s'approche. Il tend les mains. Il les pose sur la poitrine d'Ève. Ève pose ses mains à elle par-dessus et pour la première fois, ils font l'amour. Alors on dit qu'Adam et Ève se sont fait éjecter du paradis sur terre pour avoir goûté aux fruits défendus. Mais c'est faux. C'est totalement faux. Adam et Ève ont découvert le paradis. Et depuis, tous ceux qui font comme eux aussi ont accès au paradis. Un homme marche sur une route. Il a marché longtemps. Il est fatigué. Il a froid.
Il a faim. La nuit commence à tomber. Il voit une lumière au loin. Il s'approche, frappe à la porte. La porte s'entrouvre. Une vieille femme est là. Quand il voit la grimace qu'elle fait, en le voyant, il se dit qu'il est mal tombé. Qu'est-ce que c'est ? Encore un de ces étrangers de passage ? Vous croyez quoi ? On n'est pas riche ici. On n'a déjà pas assez pour nous. Alors, s'il faut qu'on s'occupe de tout ce qui passe, quand on n'a rien comme vous, on n'a qu'à se débrouiller. Vous n'avez qu'à manger de la soupe aux cailloux, tiens. Et v'là ! Elle lui claque la porte au nez. L'homme reste debout sur le seuil. Il baisse la tête. Là, justement, il voit un gros caillou. Il le ramasse, le soupèse. Ça lui donne une idée. Il refrappe à la porte. Il dit, à travers la porte, il dit « Madame, Madame, permettez juste à un pauvre homme affamé d'avoir seulement une casserole d'eau et une place sur le feu pour faire cuire sa soupe aux cailloux. » Derrière sa porte, la femme est intriguée. Mais il a l'air sérieux avec son histoire de soupe aux cailloux. Elle rouvre un petit peu la porte et puis là elle le voit. Il est là debout avec son caillou. Bon, attendez là. Elle rentre chez elle, elle prend une casserole, la remplit d'eau, la met sur le feu. Revient à sa porte. Voilà. L'homme entre. Il met son caillou dans la casserole d'eau bouillante. Plouf. Prend une cuillère et commence à mélanger. Ah, mais vous savez, madame, vous ne croyez pas si bien dire en me parlant de soupe aux cailloux. Parce que justement, la soupe aux cailloux, c'est une spécialité de mon pays. Alors nous, ce qu'on fait pour que l'eau accueille bien le caillou, juste on ajoute une pincée de sel. Mais bon, vous manquez de tout, oublions le sel. Oh, bah, un peu de sel, j'ai quand même ça, je vais aller voir. Elle va derrière, revient avec un pot de sel, l'homme en met quelques pincées, continue à mélanger. Ah, ça me revient. Ce qu'on fait aussi pour que il y ait une saveur dans l'eau et dans le caillou, on met un oignon. Mais bon, oublions ça, hein, vous manquez de tout, je ne veux pas vous prendre le pain de la bouche. Un oignon, j'ai peut-être bien ça, je vais aller voir. Elle revient avec un oignon, l'homme l'épluche, le fait un petit peu revenir au-dessus du feu, et scrap, 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 met les morceaux, jette les morceaux dans l'eau. Et il mélange. Ah oui, c'est bien. Mais ce qu'on fait aussi pour que le caillou et l'eau se mélangent bien, pour faire le liant, on ajoute juste 1 ou 2 cuillères de farine chez nous. Je vais peut-être pouvoir trouver ça.
Elle revient avec un pot de farine. L'homme saupoudre au-dessus de la casserole. Il mélange, ça commence à s'épaissir, à faire des bulles, blop, blop. Ça sent bon. Oh, si on pouvait rajouter quelque chose, là vraiment elle serait excellente cette soupe. Mais bon, non, ça se trouve vous savez même pas ce que c'est. Ben dites toujours. Et bien si on pouvait rajouter un morceau de beurre à la fin de la cuisson, là, ce serait un vrai régal. Nous, c'est ce qu'on fait chez nous. La femme se lève, revient avec un petit papier froissé dans lequel il y a un morceau de beurre. L'homme en prend un petit morceau, plop, laisse fondre dans la soupe, ça sent vraiment bon. Madame, permettez-moi d'inviter à partager cette soupe, celle qui m'a permis de la faire. Vous êtes mon invité. Oh, ben, il est gonflé, lui. Il m'invite. Je suis chez moi quand même. Il m'invite. Ça fait longtemps que plus personne ne l'avait invité. Elle se sent troublée. Elle en pleurait presque. Elle se lève pour aller chercher 2 bols et 2 cuillères. Elle se sent toute ragaillardie. Toute légère. À chaque pas qu'elle fait, c'est comme si elle rajeunissait. 50 ans, 40 ans. Voilà, elles se sont devenues mais une jeune fille. L'homme pose la casserole encore fumante sur la table. Ils sont assis l'un en face de l'autre. Ils se regardent longuement, intensément, sans avoir besoin de se parler. La suite de l'histoire, ce qui s'est passé après, bon, l'histoire ne le dit pas. Mais ce que l'on sait, c'est que tous les deux, ils ont partagé ce soir-là le meilleur repas de leur vie. On dit aussi que depuis ce temps-là, dans ce pays-là, à chaque fois qu'on frappe à une porte qui n'est pas la sienne, ben maintenant on a coutume de dire « Ouvrez, ouvrez, et vous serez bien reçus ». Alors, ce que vous allez entendre, après ce joli conte de la soupe aux cailloux, c'est un mythe fondateur amérindien de la tribu des Piegan Blackfoot et qui raconte les premières rencontres entre les hommes et les femmes. Voilà, le conte va commencer. La création était terminée. Vieil homme, le créateur, pour cette tribu, avait nommé toutes choses. Il avait nommé la forêt, il avait nommé la montagne et il avait nommé
la prairie humide. Il avait modelé, vous savez bien que dans les mythes indiens, le créateur modèle dans l'argile les hommes. Il avait modelé les hommes, il avait modelé les femmes. Et il avait pris plaisir, un plaisir personnel, à modeler son alter ego, son autre lui-même. Vieille femme. Ah, c'est parfait. Il lance son tomahawk et d'un monde, il en fait deux. Juste au milieu de la forêt, du côté de la montagne, il place les hommes, du côté de la prairie humide, il place les femmes. Il va mettre à la tête du clan des femmes, vieille femme, et lui se réserve d'accompagner les hommes. Il y avait bien quelques imperfections, mais quand il va animer toutes ces statuettes, il va bien falloir que les hommes et les femmes fassent preuve d'initiative. Il était bien prévu qu'ils se rencontrent un jour, mais autant il y a des choses qui se créent, autant d'autres demandent du temps pour s'élaborer au fil du temps. Ah, c'est parfait. Chaque clan mène sa vie comme il l'entend, et le temps passe. Une nuit au milieu de la caverne et des ronflements, vieil homme, le créateur donc, se dit, il serait peut-être temps d'amener un peu de beauté et de raffinement dans la création. Mais que sont devenues les femmes? Il enjambe la forêt et arrive à l'aube près du camp des femmes. Il se cache derrière un arbre et il observe. Et alors là, il est subjugué. Comme elles sont belles, comme elles sont propres, comme leur camp est bien rangé. Et puis, quand elles se déplacent, elles ondulent comme des louves. Et elles rythment les tâches de la vie quotidienne avec une flûte qu'elles ont taillée dans les roseaux. Vieil homme retourne à la caverne et tombe pile au moment du repas de ses braves. Et là, il regarde d'un œil neuf les mines patibulaires occupées à se goinfrer de viande dégoulinante. Il raconte son aventure, suscite le désir, et tous décident d'un commun accord d'attendre le printemps pour aller à la rencontre de ces êtres extraordinaires. Pendant ce temps, vieille femme qui faisait un tour autour du camp découvre derrière un arbre des empreintes inconnues. Elle suit la piste et arrive près du camp des hommes. Oh, ils sont magnifiques,
Ils ont des muscles vigoureux, ils combattent des bêtes énormes. Et à chaque victoire, ils chantent et ils dansent en se frappant le torse. Vieille femme retourne au camp des femmes, raconte son aventure, et toutes décident d'attendre le printemps, la fonte des neiges, pour aller à la rencontre de ce clan bizarre. Le temps passe, et en Amérique du Nord, l'hiver, c'est long. Le printemps arrive, les neiges fondent, et les femmes qui allaient au torrent faire leur toilette matinale, un jour voient arriver une troupe hurlante, se bousculant, des êtres hirsutes qui crient et qui se précipitent vers elles. Et puant, mais alors puant, autant que 100 boucs rassemblés. Vieille femme, c'est cela que tu nous as promis? Vieille femme agite les bras et toutes les femmes lancent ce qui leur tombe sous la main en poussant des cris stridents contre les hommes. Étonnés, les hommes reculent et rentrent dans leur camp. Vieille femme se dit: mes compagnes, nous avons mal agi. Pour qu'ils nous approchent, faisons comme eux. Roulons-nous dans la boue, faisons les bêtes. Et nous arriverons sans doute à leur montrer un peu de beauté et de raffinement, mais plus tard. Alors que vieil homme, dans son camp, était en train de dire: oh, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Nous avons mal agi. Suivez-moi, tous au torrent, avec moi. Et il donne l'exemple. Venez vous récurer, parfumez-vous aux fleurs de montagne. Excusez-moi. Parfumez-vous aux fleurs de montagne, coiffez-vous, et c'est ainsi que tous mettent leur point d'honneur à faire mieux que le voisin. C'est à qui sera le mieux coiffé, à qui aura la fourrure la plus propre, à qui aura les décors les plus agréables, à qui sentira le meilleur. Et les voilà qui retournent au camp des femmes. Lequel camp est devenu un cloaque. Les guerriers si fiers, après tous ces efforts, n'en reviennent pas devant ces mégères hirsutes qui ont appris à cracher par terre, à laisser de la nourriture dans les commissures des lèvres. Ils tournent les talons et s'en retournent dans leur camp. Vieille femme se dit, elle a du mal à retrouver son humour. Ben vraiment, c'est pas gagné, hein, tout ça. Alors, vieille femme dit: rangez-moi tous fourbis, faites-vous belle, faites-vous propre, et peut-être que nous pourrons arriver à une rencontre un peu sérieuse. Alors les femmes se font belles, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour plaire aux hommes.
Et les hommes, pendant ce temps, dans leur camp, ils n'avaient plus de morale. Ils avaient tenté bien des choses, mais ils avaient vu la beauté devenir cruelle. Et approcher les femmes, c'est pire que de chasser grand-père Bison. Vieil homme se dit, ces gaillardes, elles ont certainement un plan. Nous devrions mettre des guetteurs à l'entrée de la vallée. 2 jours après, les guetteurs arrivent, tout essoufflés. Elles arrivent, elles sont en file indienne, c'est le cas de le dire. Elles sont belles, elles sont parées, et c'est magnifique. Et elles chantent. Oh, vieil homme, vous croyez qu'elles vont nous attaquer? Oh oui, parce que ce sont des furieuses. Je crois deviner leur plan. Allez, rangez-moi tout ce fourbi, nom de moi-même, et puis faites-vous beau le mieux possible. Frottez-vous, décapez-vous, tressez vos cheveux, mettez des plumes multicolores, badigeonnez-vous la poitrine avec de l'huile, et nous verrons bien ce qui va se passer. Ah, il faut se dépêcher parce qu'elle va être là avant le coucher du soleil. Le coucher du soleil se prépare. Les femmes arrivent. Les hommes les regardent, timides et gourmands. Et les femmes, devant les hommes alignés, se disent « Ah, parés, préparés, parfumés comme ils sont mais mignons comme tout. » Personne n'ose rien dire. Alors, vieil homme, cérémonieusement, s'approche de vieille femme et l'invite à palabrer dans un bosquet seul à seul. Alors là, il tente bien quelques mots au début, et puis très vite quelques caresses, et puis il se déguste. Et puis, il s'apprécie de plus en plus. Et c'est un long moment plus tard qu'ils sortent du bosquet, épanouis, rassasiés, pour inviter leur clan à faire comme eux plus ample connaissance. Mais où sont les hommes? Où sont les femmes? Tiens, il n'y a pas de vent. Alors que tout autour d'eux, ce n'était que buissons frissonnants. Et c'est ainsi que les hommes et les femmes avaient trouvé tout seuls. Voilà comment la montagne rencontre la prairie humide, les hommes rencontrent les femmes, et c'est le début d'un peuple qui n'a pas fini
de se découvrir et de s'apprécier. C'est pas première rencontre au singulier, mais première rencontre au pluriel. Ils étaient frères, aussi différents que peuvent l'être deux enfants nés de même parents. Ali, l'aîné, avait le sens des affaires. Il avait bien réussi dans le commerce, il était devenu très riche, il était assez fier de sa richesse et de sa réussite. Il avait épousé une femme de bonne condition, il habitait une très belle maison dans un quartier cossu de la ville. Il avait 7 enfants, 7 garçons. Moussa, le plus jeune, bon, c'était un homme simple, aimant la vie, content de tout. Il s'était marié, lui aussi, avec une femme modeste et aimable comme lui, et ils habitaient une petite maison dans un quartier un petit peu éloigné du centre de la ville. Ils avaient 7 enfants, 7 filles. Et tous les jours, au même endroit, à la même heure, en allant au travail, les deux frères se croisaient. Et tous les jours, c'était le plus jeune qui saluait en premier. Journée de bienfaits, de prospérité. Ali, mon frère, père des 7 lumières. À quoi Ali répondait, oui, bonjour mon frère, père des 7 misères. Et ça a duré des années. Et vous savez, dans la vie, il faut un certain temps pour que les enfants grandissent, le temps passe, mais dans les contes, c'est l'affaire de 2 mots. Et voilà, la fille aînée de Moussa venait d'avoir 20 ans. Et son père lui demande de l'accompagner au travail. Justement, ce jour-là, il a besoin d'elle pour une tâche un petit peu difficile. La jeune fille est ravie, elle saute sur ses pieds, elle accompagne son père. Et à l'endroit habituel, à l'heure habituelle, il croise son oncle. Journée de bienfaits et de prospérité. Ali, mon frère, père des 7 lumières. Oui, bonjour mon frère, père des 7 misères. Alors, pourquoi ce jour-là? Allez savoir. La jeune fille n'apprécie pas beaucoup son oncle, qui est toujours méprisant vis-à-vis d'eux et qui humilie volontiers son père. Peut-être aujourd'hui, parce qu'elle a tout juste 20 ans, elle se plante bien en face de son oncle, plante son regard dans ses yeux, bien en face, et lui dit: si tu veux savoir qui est le père de la lumière, rendez-vous ici demain à la même heure avec mon cousin, ton fils aîné. L'oncle est piqué au vif. À demain! Le lendemain, la jeune fille arrive avec son père. Elle n'a pas changé. Comme d'habitude, elle tient un sac à provisions avec quelques olives, un pain et une gourde d'eau. Le voyage.
Et son oncle et son cousin sont un peu en retard. J'ai oublié de vous dire que les enfants devaient partir pour un voyage d'1 an et 1 jour. Les voilà qui arrivent, un nuage de poussière. Le cousin est vêtu d'un somptueux manteau avec un capuchon brodé, comme seuls les cavaliers nobles en portent dans le pays. Il est monté sur un cheval alezan de toute beauté plus rapide que le temps. Son père vient de lui en faire cadeau. Il porte un sac à provisions énorme, rempli des mets les plus raffinés, les plus délicieux, les plus rares, des boissons parfumées, délicates. Au moment du départ, la jeune fille demande à son cousin « Est-ce que tu me prendrais en croupe sur ton cheval ?» Le cousin hésite un peu, puis se dit « Bon, si elle est derrière moi sur le cheval, elle ne peut pas arriver avant. » D'accord, monte. Et les voilà partis. Ils chevauchent un moment, la terre est sèche, il y a de la poussière, ça pique les yeux. Le cheval a soif, il s'arrête pour abreuver l'animal. La jeune fille se met à l'ombre d'un buisson, entame à peine son pain, mange 1 ou 2 olives, boit une gorgée d'eau de sa gourde. Le jeune homme est échauffé par l'effort, il est affamé. Il n'a pas souvent fait de chevauchée aussi lointaine. Il mange goulûment tout ce qu'il tire de son sac à provisions, il boit suffisant, c'est délicieux. Le cheval est reposé, il repart. Le soleil commence à monter dans le ciel, il fait de plus en plus chaud. Au bout de quelques heures de traversée, ils n'en peuvent plus, le cheval, mais eux non plus. Et ils s'arrêtent à l'ombre de quelques arbres rares. Le jeune homme n'a plus rien à boire. La jeune fille boit 1 ou 2 gorgées de sa gourde et lui dit « Prête-moi un peu d'eau, donne-moi à boire un petit peu. Je te donnerai à boire si tu me donnes ton manteau de cavalier noble. » Elle est complètement stupide, il fait une chaleur à mourir, elle me demande bon débarras, elle lui donne le manteau. Ils repartent. Encore 1 heure, 2 heures, le soleil est à son zénith, ils n'en peuvent plus, ils trouvent une maigre forêt, ils s'arrêtent, le cheval boit, l'eau est pourtant rare et boueuse, le cousin regarde l'eau. Est-ce que tu me donnerais encore à boire? Je te laisse toute ma gourde si tu me donnes ton cheval. Ça, c'est une autre affaire quand même. Hein? Oui, mais à quoi sert un cheval quand on meurt de soif? D'accord. Elle lui lance la gourde, saute sur le cheval et le plante là. Mais elle ne part pas au hasard. Elle sait très très bien où elle va. Elle va directement au palais d'un prince. Un prince très connu. Connu pour sa sagesse, sa bonne gouvernance, ses qualités diverses, mais connu pour une particularité étrange. Ce prince déteste les femmes. Enfin, non, il ne les déteste pas, il les méprise. Il n'a que dédain pour elles. La plus fine, la meilleure de mes maîtresses n'est qu'une sotte, vaniteuse. La jeune fille frappe à la porte, la chevelure bien dissimulée dans le capuchon du manteau, se fait annoncer comme un cavalier.
de passage, en voyage. Et le prince, qui est très hospitalier, la reçoit somptueusement, lui fait servir une collation, et il commence à parler de choses et d'autres, et de gouvernement, et de guerre, et de justice, et d'économie intérieure, et de politique extérieure. Et le prince est subjugué par l'intelligence, la vivacité d'esprit de ce cavalier. Il se dit, mais il doit gouverner un pays, lui aussi, quelque part. Il faut que je le retienne dans mon royaume. J'ai beaucoup à apprendre de lui. Et en parlant comme ça, il se découvre une passion commune, les échecs. Sitôt après le repas, le prince fait apporter un échiquier et il joue longtemps, jusqu'à une heure avancée de la nuit. Et le prince perd pour la première fois de sa vie. Et il est heureux. Enfin, j'ai trouvé un adversaire à ma mesure. Et il est tellement content qu'il lui fait remettre des joyaux et des pièces d'or, et il l'invite encore plus chaleureusement à rester longtemps dans son palais et lui fait donner la suite royale la plus somptueuse. Le cavalier accepte naturellement et le temps passe comme ça, rythmé, les conversations, des promenades, les parties d'échecs. La plupart du temps, le prince perd. Mais les quelques fois où il gagne, valent de l'or. Il est heureux. Un jour, qu'il visite le jardin, le prince heurte une pierre moussue qu'il n'a pas vue, il trébuche, se retient à l'épaule de son compagnon et son nez effleure l'ourlet du capuchon. Et émotion intense, battement de cœur, il pâlit, il transpire, il ne sait plus où il est, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vite, vite, il rentre au palais, il doit s'aliter quelques instants, il fait appeler son conseiller. Écoute, je te paye depuis des années, mon père te payait déjà. Jusqu'à présent, tu n'as pas servi à grand-chose. Hein. Alors, cette fois, dis-moi, ce cavalier est expert dans tous les arts possibles. Il est d'une intelligence vive et d'une sagacité que je n'ai jamais vue. C'est un champion d'échecs. Quand je l'approche d'un peu plus près, quand je sens son parfum, je sens une émotion que seules les femmes n'ont jamais pu me procurer. Mais c'est impossible. Mais quand même, dis-moi que j'en ai le cœur net, qu'est-ce que je peux faire? Le conseiller réfléchit. Le son, la cruauté, fait organiser un combat de coq le plus féroce que tu pourras. Si c'est un homme, il adorera ce spectacle. Il sera fasciné. Si c'est une femme, la vue du sang lui fera horreur. Il détournera le regard et tu seras fixé. Bête. Le prince fait organiser le combat. Ce sont deux coqs, des bêtes magnifiques, furieuses. Leurs ergots ont été limés, on les a recouverts de pièces de métal tranchant. Le combat est atroce, le sang gicle de partout, les bêtes s'entretuent. Et la jeune fille est fascinée. Elle est plongée dans ses pensées et elle se dit, mais l'homme est vraiment le plus cruel des animaux. Jamais, mais jamais deux coqs ne se seraient entretués comme ça si on ne les avait pas dressés. Mais quelle horreur! Et elle est tellement plongée dans ses pensées qu'elle a le regard fixe droit devant elle. Le prince est le plus heureux des hommes.
Il fait organiser un banquet somptueux, mais c'est un homme, je le savais, ça ne pouvait pas être autrement. Et il couvre le cavalier de cadeaux, des brocarts, des soieries, des parfums précieux, des bois précieux et des joyaux. Oh là là, incroyable. Et il l'encourage à rester un peu plus longtemps dans son royaume. Le cavalier accepte. Le temps passe. Et un jour qu'il chevauche un peu loin pour aller aux limites des terres du prince, il met pied à terre, et le prince bute contre une racine, et il bouscule un petit peu le cavalier, manque tomber, et effleure la gorge recouverte du manteau du cavalier. Et là, émotion, transpiration, mais il tombe vraiment dans les pommes, le cavalier doit le ramener au palais, les médecins s'affairent, il reste inconscient presque 3 jours, et qui est-ce qui tremble de peur dans sa chambre? Ben, le conseiller. Il se dit, oh là 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 là, il faut que je trouve une bonne idée, là, ça va être terrible. Le prince, à peine remis, appelle le conseiller. Bon, alors, qu'est-ce que je dois faire? La justice et la cruauté contre la pitié. Dis-lui que tu as capturé un voleur qui t'a causé de grandes pertes et que cet homme est père d'une nombreuse famille. Demande-lui si tu dois le mettre à mort tout de suite ou si tu dois penser à la veuve, aux orphelins, comment trancher cette affaire. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il pose la question au cavalier le soir même. Et la jeune fille qui commence à bien connaître le prince, complètement étonnée, lui dit, mais pourquoi me poses-tu la question? Comment se fait-il que tu ne l'aies pas déjà fait exécuter? C'est un... seul un homme peut trancher avec justice. Une femme se serait apitoyée, les enfants, ces pauvres orphelins. Il fait donner un banquet somptueux, encore plus somptueux que le précédent. Et cadeaux, et bijoux, etc. Presque à l'aube, ils se retirent dans leur chambre. Et il faut vous dire que l'année est écoulée. La jeune fille ramasse toutes les richesses accumulées pendant cette année et va sceller son cheval à l'écurie. Juste avant de partir, sur l'arche d'entrée du palais, elle écrit à l'encre rouge « Tête de mulet ou tête de bœuf, jamais tu ne distingueras un canif d'un œuf. » Et elle s'en va. Arrivé à l'endroit du rendez-vous, son père et son oncle sont là à guetter. Sitôt qu'il voit la poussière du cheval, l'oncle se rengorge. « Ah, je savais bien, voilà mon fils qui rentre. Je savais bien qu'il gagnerait. » Quand il voit arriver la jeune fille sur le cheval de son fils, avec le manteau de son fils, mettre pied à terre, ouvrir son sac avec ses richesses infinies, il manque son étouffé. Le père est très heureux de revoir sa fille, il l'embrasse, il la ramène à la maison, ils organisent une grande fête, tout le quartier est invité, et la jeune fille raconte ses aventures. Et ses sœurs, sa mère, toutes les femmes du quartier rient et se délectent de sa malice et de son intelligence. C'est une fête très joyeuse. Mais, en instant, revenons au palais. Le prince se lève, sort faire un tour. Tête de mulet ou tête de bœuf,
jamais tu ne distingueras un canif d'un œuf. Tête de mulet ou tête de bœuf, jamais tu ne distingueras un canif d'un œuf. Et la lumière se fait dans son esprit, et il comprend enfin ce qu'il aurait dû comprendre, mais depuis bien longtemps. Et il court à l'écurie et il selle son meilleur cheval, et il traverse la forêt comme une flèche, et il trouve la ville d'où vient la jeune fille, et il trouve son quartier, et il voit la fête énorme qui est organisée par son père, et il met pied à terre, et il baisse la tête devant la jeune fille, et il lui dit « Pardonne, pardonne mon aveuglement, pardonne ma bêtise, pardonne mon arrogance. » Et la jeune fille, elle éclate de rire. Elle éclate d'un rire franc et joyeux. Et toutes les femmes éclatent d'un rire joyeux et communicatif, si bien que tout le monde se met à rire. Et le prince relève la tête et se met à rire lui aussi. Et puis il lui demande, mais veux-tu m'épouser? Et elle répond oui. Et ce fut une fête magnifique, un mariage très joyeux et très heureux. C'est une vieille femme, tranquille, pauvre et contente. Assise près de son petit feu maigre, elle se tricote des chaussettes en se repassant le film de ses anciennes joyeuses et jouissives amours. Et une maille à l'endroit, oh, pour ce Firmin qui était si maladroit. Et une maille à l'envers pour le Robert qui savait si bien y faire. Et elle rit, elle glousse, heureuse. Le diable l'entend rire. Le diable déteste les gens contents. Elle m'énerve, cette vieille jouisseuse. Et avec ça, pas le plus petit bout de remords. Remords? Vous avez dit remords? Elle avait toujours cru que ça voulait dire mords-y encore. Une nuit sans lune, le diable s'en vient toquer à la porte de la vieille. Oh là! Il entre sans attendre de réponse. Oh! Elle l'a tout de suite reconnu. Monsieur le diable, entrez. Si vous voulez vous asseoir, que puis-je faire pour vous? Oh! Foin des civilités, la vieille. Écoute-moi bien. Tu me donnes 4 vérités, tout de suite. Et je te donne un sac de pièces d'or. Sinon, je te tue. Oh. Tout de suite les grands mots. La première,
Voilà. Au-dessous de la ceinture, toutes les religions se ressemblent. C'est ça? C'est vrai, non? La deuxième, j'attends. La deuxième. Oui. Voilà. C'est en voyant comment une femme réchauffe un oisillon entre ses seins qu'on reconnaît celle qui saura caresser la... Oh, mais enfin! Mais vous me faites dire des choses inconvenantes tout de même, non? C'est intime, ça! 2. J'attends la troisième. Oh, la troisième. Si. Où va son dard, va son pied. Elle a le mérite d'être claire, celle-là. 3. Tu ne trouveras pas la quatrième. La quatrième. Oh, ben si, monsieur le diable. Et même que celle-là, tu vas voir, elle est pour toi. Oh, c'était il y a longtemps. Ce jour-là, mon père m'envoie à l'étable traire la vache. Et qui je vois, là, en entrant, couché sur la paille, le Firmin, ce coquin qui m'attendait. En le voyant, je me suis dit, même les pauvres diables ont leurs droits. Hein? C'est vrai, non? Le diable furieux lui jette le sac de pièces d'or, claque la porte et disparaît dans la nuit. La vieille a posé le sac sur une étagère, s'est assise près de son petit feu. Elle a repris le tricot de ses chaussettes et le film de ses anciennes joyeuses et jouissives amours. Et elle rit, elle glousse, heureuse. Elle a totalement oublié l'or du diable. Car voyez-vous, et ce sera la cinquième vérité, l'amour ne se paye que d'amour. Et cette vérité-là, gardez-la au chaud, près de votre cœur, emportez-la avec vous.
de qualité à la Serma. Donc, vous avez entendu Claude. Isabelle. Michel. Hélène. Pascal. Et Marcel. Alors, deux choses. Nous vous invitons, si vous voulez, à rester encore un peu ici à la Serma. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'association pour la culture et l'insertion des malades addictifs. Voilà. Et on va faire passer un chapeau dont le contenu sera remis à la Serma, qui nous accueille depuis des années maintenant pour faire nos ateliers contes avec Michel, notre formatrice. Voilà. Et voilà, je vous ai tout dit. Le chapeau et un petit pot et des petites choses à grignoter, voilà, qui vont être installées ici. Voilà. Merci. La réponse.